Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. La 12e journée de top 14 s'est achevée ce dimanche soir. Vous le voyez sur votre écran avec le match nul Lyon-Toulouse. Voilà, 17 partout entre les deux équipes. Avec moi sur le plateau des habitués, toujours Loïc Bessière pour l'Arnoux. Bonsoir messieurs. Salut à Vincent. tous. Salut à tous. Et un habitué de la régie également, Ashraf, qui est avec nous ce soir. Donc je l'ai dit, voilà, 12e journée de top 14 ce week-end. Bien sûr, comme d'habitude, il y a le chat pour discuter. Je réponds à la première question, non, nous n'étions pas à l'apéro. Pas encore en tout cas. Les fêtes de fin d'année approchent, mais on n'y est pas encore. Ok, donc on se fait chier à travailler le soir et le premier message qu'on prend, Ah oui, c'est ça. Alors qu'on est vaillant tous les dimanches. On travaille, messieurs, on C'est travaille. l'exigence du haut niveau. C'est l'exigence du haut niveau, c'est les détails, c'est voilà, la discipline, surtout la discipline. Il y en a même ici qui vont travailler le 25, je sais pas qui, mais. Ah bah écoutez, pas moi en tout cas, je sais pas. Pas moi qui. non plus, donc voilà, il reste que. Bah, vous avez fait. Voilà, vous avez votre réponse. Voilà, donc du coup on va commencer comme à notre habitude par le débrief de la rencontre du dimanche soir, Lyon-Toulouse, 17 partout. On commence par quoi, les regrets lyonnais ou la réaction de Toulousain en fin de match qui a permis aux champions de France d'arracher le match nul. On commence par quoi? Comme tu veux, c'est toi le, Ah bon, c'est toi le d'accord, patron. c'est moi le chef. Non mais je prends des pièces déjà pour la défaite de Castres, donc bon, je garde mon calme pour l'instant, je garde mon calme. Ouais, Non, mais- ça va, ton deuxième club a fait match nul. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, je suis né à Lyon, donc oui. Non, mais bon, on va parler des regrets lyonnais. D'abord parce que les Lyonnais, ils sont dans une série très négative, en top 14, ils sont en difficulté depuis de longues semaines. On voyait ce match contre Toulouse, avec un Toulouse, certes, avec une belle équipe, mais avec énormément d'internationaux au repos. Ils mènent tout le match, ou presque. Et il y a cette dernière demi-heure, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et au final, ils sont obligés de concéder le match nul. Au final, on a l'impression que sur le match, c'est 2 points de perdus vraiment pour Lyon contre Toulouse. Bah oui, après il y a eu dans le jeu, mais je pense malheureusement ce qu'on retient à la fin, c'est les échecs au pied de Léo Berdeux. Alors on va pas tirer sur Léo Berdeux, mais c'est vrai qu'en tant que rôle de buteur, on a envie de retenir ça. Mais au-delà de Léo Berdeux, c'est un peu la stratégie du loup qu'on comprend pas. Il avait déjà raté des coups de pied, donc on le sentait qu'il était conditions climatiques difficiles. En plus pour ça, c'est dur de lui en vouloir. Mais au moins il y a une pénalité quasiment face au poteau. Et je vais ils allaient en touche, ils perdent la touche pour derrière prendre la pénalité à 45 mètres en coin. Oui, bah alors là, tu te trompes de coupable du coup. De quoi? Mais non, mais c'est le buteur et le capitaine en concertation. Bah voilà, pour moi, il y a des erreurs de stratégie. Ouais, c'est aussi le capitaine. Je pense que c'est plus le capitaine que. Bah, le buteur a aussi son rôle à dire dans la discussion. Mais du coup, c'est vrai qu'au final, ça peut peut-être coûter cher à Lyon, cette stratégie discutable, parce qu'après, ils n'ont pas non plus fait un mauvais match dans le jeu. Il y a quand même eu des intentions sous la pluie. Mais ouais, c'est vrai que cette dernière demi-heure, ou avec ces choix bizarres, ouais, ça leur coûte un peu 2 points peut-être. Ça te laisse encore la tête vers le bas un peu, quoi, quand même. Parce que oui, un match nul contre Toulouse, c'est aussi à prendre peut-être quand tu es à la lutte pour le maintien. Mais le scénario du match et le contexte de ce match fait que tu as des regrets pour cette équipe de Lyon qui a quand même montré de belles choses, mais a aussi montré ses limites. Ouais, juste pour finir là-dessus, moi j'étais pas trop d'accord avec toi, Loïc. Léo Berdeux, pardon, il en prend une à 50 mètres. On se rappelle du match contre Bordeaux, il la prend. Donc je pense pas que ça soit lui qui veuille pas la prendre, tu vois, dans les 10 dernières minutes. J'en veux plus du coup à Baptiste Touillou. Je vais pas l'assassiner, mais je trouve qu'il fait pas un très bon match. C'est lui qui doit aussi montrer la voie. C'est un des joueurs les plus expérimentés, international français, un des meilleurs joueurs du championnat. Quand il y a la mauvaise période de son équipe, il n'a pas réussi non plus à inverser la tendance et à montrer un petit peu son meilleur visage à ses coéquipiers. Et du coup, dans les 10 dernières minutes, dans les 15 dernières minutes, il y a des choix qui sont un peu bizarres de sa part en tant que capitaine. Et là, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y avait une pénalité à prendre largement avant et pas celle que Léo Berdeux rate difficile à 77e. Donc, non, oui, des regrets pour le Loup parce qu'il mène 17-7, il me semble. Donc, quand tu mènes de 10 points face à Toulouse, et ce Toulouse-là, si tu n'arrives pas à battre ce Toulouse-là, quand même, qui était en grande difficulté, et on semblait même qu'ils étaient un peu résignés, quoi. Hein. Tu battras jamais Toulouse. Non, mais c'est vrai, parce qu'il manque tellement de mecs. Au final, on va en parler après, mais c'est des gamins en première ligne qui relancent complètement le champion de France en titre. Bon, tu te dis quand même, il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe. Ça doit pas arriver, ce genre de scénario. Donc, ok, ils sont en difficulté depuis 5 matchs. Ok, c'est une saison galère, mais c'est sûr que ça ressemble plus à une défaite qu'à une victoire pour eux. Surtout dans une saison galère comme ça, tu as une victoire qui te tend les...
tu l'as Après, du bout des doigts. si on veut juste être pragmatique, c'est 2 points qui vont compter pour le maintien. Oui. Ils seront pas loin de faire la différence, je pense. Déjà au classement, au classement c'est pas une révolution, mais ils sortent. Ils étaient 13e avant le match, ils sont désormais 11e. Alors ils ont qu'un point d'avance sur Pau et Perpignan qui sont 12e et 13e et 5 points d'avance sur Vannes. Mais bon, mentalement déjà t'es plus dans la zone, t'es plus barragiste. Mais regarde, Pau et Perpignan ils jouent à l'extérieur. Ah non mais ça je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et la semaine prochaine, Perpignan et Pau reçoivent alors que Lyon va sur la pelouse du Racing. Donc match tu sauras. Ouais, mais après c'est vrai que quand tu regardes même cette équipe du Loup, tu te dis... Tu comprends pas trop pourquoi ça marche pas cette année et quand tu regardes le match, tu comprends pourquoi ça marche pas. Après, tu te demandes quand tu vois juste les noms pourquoi ça marche pas. Parce qu'il y a quand même des mecs. Enfin, tu vois la charnière, c'est une charnière internationale. Oui, Nina Julie fait un match de fou. Tu vois, bon, Radradra, c'est quand même. Ça a été pendant des années le meilleur centre. Mais pas loin d'être du monde. La charnière Nina Julie, je pense que c'est pas là où est le problème depuis le début de la saison, tu vois. Non, mais justement, les matchs qu'ils ont gagnés. On se rappelle contre Bordeaux, au final, ce match il est hyper important parce que tu te dis dans la merde où il serait s'il n'avait pas gagné. Ou Berdeux offre la victoire à la 82e, complètement en coin. Oui. Couillou a marqué 45 essais. Ouais, voilà. Mais le problème, il est ailleurs, c'est dans la maîtrise un peu et les petites erreurs que font certains et qui coûtent cher, quoi. Ouais. Et aussi à l'extérieur. Pour l'instant, c'est la Bérésina à l'extérieur de Lyon. Sauf que maintenant, c'est même à domicile où ils galèrent. Donc au final, ils sont dans une. Voilà. Non mais c'est sûr, après avoir des temps faits face à Toulouse, même si c'est un Toulouse remanié, c'est normal. Mais c'est vrai qu'ils ont trop... Ils sont peut-être pas assez su rendre le match chiant à des moments, casser un peu le rythme. Et là encore, malheureusement, et désolé pour eux, mais la responsabilité revient aux leaders et pas aux jeunes joueurs qui sont sur le terrain. C'est plus aux leaders de savoir que le match commence un peu à leur échapper, et que du coup là, il faut repartir avec des choses très simples, vraiment les bases pour renverser un peu le truc, quoi. Oui, c'est clair. Bon, mais de l'autre côté, il y a Toulouse qui... Toulouse s'en sort encore, on a envie de dire, parce que pour le coup, le match nul, peut-être qu'à la 60e, il ne signait pas vraiment, parce que voilà, le momentum était vraiment toulousain. Mais à la fin du match, le match nul, tu le prends, quoi, parce que voilà, tu as été mené quasiment tout le match. T'égalises à l'heure de jeu, mais à la fin, tu peux vraiment le perdre si Lyon fait les bons choix, ou même si de petits rebonds qui tombent du mauvais côté. Et au final, Toulouse prend le nul. Et c'est vrai que ce qu'on retient de ce match, c'est aussi l'entrée de cette première ligne. Certes, voilà, qui est dominante chez les espoirs. Bertrand, Hawks pour les piliers, Lacombe en talonneur. Mais ils ont fait une entrée monumentale. En fait, c'est un complexe. Bertrand, on a quasiment vu que lui sur la dernière demi-heure. Il n'a jamais reculé, toujours les passes après contact. Vraiment impressionnant. Ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là du match, tu peux te dire que ça peut couler l'équipe, parce qu'à ce moment-là, Lyon a changé très tôt sa première ligne à la 45e, et la première ligne du Loup avait pris l'ascendant mêlé sur les Toulousains, donc tu peux te... Non, Toulouse, pardon, avait pris l'ascendant sur les piliers lyonnais. Là, ils les sortent, les trois d'un coup, première ligne d'un coup, que des jeunes, tu peux te dire, dans ce match-là où ça se joue à rien, où c'était quand même assez rugueux, leur manque d'expérience, ça peut leur coûter cher. Au final, non, ils ont fait une rentrée décomplexée avec donc Bertrand, Lacombe au talent et Hawks à droite, et on les a vus toucher beaucoup de ballons et surtout jouer très juste. Il y a cette action où... Jolan est proche d'aller au bout. On voit plusieurs jeunes, notamment je crois que c'est Lacombe qui est là. Il y a Théo Ntamak à côté, où ça passe et donne, ça fixe bien. Et je pense que les Lyonnais ne s'attendaient pas, parce que c'est vrai que souvent c'était dans les 22 mètres adverses. Dans top 14, quand même, on voit très souvent des avants qui chargent, et eux, ils ont passé donne, ça a fait finir avec un essai de Jolan. Donc ils ont insufflé vraiment un souffle nouveau à cette équipe toulousaine, et je pense que même les Lyonnais étaient un peu surpris de voir ça, ces jeunes décomplexés comme ça. Et c'est vrai que Lacombe, champion du monde du VM, on l'a très peu vu au final avec Toulouse. Hawks, on l'a très très peu vu aussi. Bertrand, on l'a déjà vu en fin de saison dernière. On l'a un peu plus vu, mais pas énormément. Alors que la saison dernière, il faut quand même rappeler qu'il était à Blagnac, qui coule, il revient à Toulouse, ce qui est quand même de division au-dessus, il commence à gagner un peu de temps de jeu, et non, on voit que après on n'est pas surpris de dire que tout ça des bons jeunes, du réservoir, tout ça, on peut faire du copier-coller. Tu fais des cartons d'amour, c'est beau. Oui, voilà, non, mais après, je suis complètement d'accord, c'était magnifique. Et en plus, tu rajoutes à ça le contexte dans lequel il rentre. Oui.
Parce que quand tu rentres, quand il y a 40-0, tu vois, tu peux te régaler, tu vois, et tu peux tenter des petites passes. Mais quand tu rentres dans ce contexte-là, c'est hyper difficile et ça te rajoute de la pression. Chaque choix devient plus important. Une petite erreur peut te faire perdre le match. Donc c'est sûr que faire cette rentrée-là comme ça, il y a qu'à Toulouse où c'est possible, hein, j'ai l'impression. Hein. Non, mais c'est vrai. Pour le coup, c'est là encore où on voit. Leur avantage et leur marge, quoi, parce que en dehors même de la première ligne, c'était assez marrant quand tu regardes le match du Stade Toulousain et on avait fait les notes, donc on a pu bien voir ça. C'est que il y a 17 partout avec une équipe remaniée. Le Loup, ils font le match qu'ils peuvent faire, mais il y a plus de mecs à Toulouse, je trouve, qui ont fait un mauvais match. Où individuellement, oui, t'es en dessous de leur niveau. On peut Coste, Kimber n'a pas été incroyable. Oui. Tu vois, il y a pas mal de mecs individuellement qui passent un peu à côté. Et il y a quand même 17 partout où t'es pas loin de gagner le match, quoi. Face à une équipe du Loup qui a mis sa meilleure équipe possible et qui joue sa survie. Donc c'est là où tu vois la marge de cette équipe, c'est incroyable, même dans un match où tout semble aller contre eux et il y a tout pour perdre, au final ils font un match nul. Donc, qui leur permet d'égaliser en tête. Oui, voilà. Bon, ils en ont pas besoin non plus. Ils en ont pas besoin, mais ils perdent la tête du top 14 ce week-end. Bon, ils sont à égalité de points avec Bordeaux, mais comme Bordeaux a gagné à Toulouse il y a quelques mois, au goal average, ils sont l'UBB est première. Pardon, parce que l'UBB c'est féminin. Et il y a une question d'ailleurs, ça va être une belle tradition, de Elisald qui demande si on va parler de l'UBB. On va en parler. C'est quoi ça en... Elisald. Il y a Jean-Baptiste qui est dans le chat. Jean-Baptiste qui nous... Oh, ça rigole. Nous écoute, sympathique. Salut JB. Salut JB. Voilà. Mais non, mais on va en parler tout de suite parce que c'est l'ovation du week-end. L'UBB après la victoire à Castres, pas très belle, mais importante pour la suite. Donc on en parle tout de suite. Donc oui, je prends des pièces pour la défaite de Castres contre l'UBB, mais que j'accepte. L'UBB a fait un bon match dans des conditions plus que compliquées, dans le Tarn, comme quoi... Étonnant ça, tiens donc. Ça, c'est pas le département qui fait le plus moche de la France quand même. Mais non, mais voilà, une pluie très épaisse, une humidité, comme rarement. Mais l'UBB a prouvé aussi qu'elle progressait dans d'autres compartiments du jeu face à Castres. Victoire 13-3, mais ce sont surtout déjà les gros qui se sont illustrés forcément avec un ballon humide. Une touche qui a su embêter celle de Castres, une mêlée conquérante, de la maîtrise. Et au final, tu sors vainqueur d'un match où de nombreuses équipes étaient tombées à Castres, notamment dans des conditions comme ça par le passé. Cette fois, l'UBB montre qu'elle a un effectif énorme et elle le prouve. Et du coup, ils sont leaders au top 14, les Bordelais. Ouais, surtout t'as l'impression que Castres avançait pas, quoi. Ah oui. Ils ont pas. Castres a eu pas mal le ballon, mais ils dominaient pas l'impact. Et ça, pour le coup, c'est assez rare. C'est un peu nouveau côté Bordeaux. Qui nous a habitués à être une équipe qui envoie beaucoup de jeux, mais qui, dans le jeu d'avant, dans le jeu de puissance, se faisait, dans les grands matchs en tout cas, souvent dominer. Et là, ils ont encore une fois progressé incroyablement dans ce secteur-là en particulier, pour devenir une équipe complètement complète. Hein, et pas loin, voire à égalité avec le Stade Toulousain, je trouve, cette année, en tout cas sur la saison régulière. Et c'est pour ça que les deux sont à égalité aussi. Mais c'est un match que je pense que Bordeaux aurait perdu la saison dernière et il y a 2 ans et les saisons précédentes. Donc ça montre bien leur progression. Des fois, il faut savoir aussi gagner moche. Hein. Oui. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire, surtout sur la pelouse de Castres. C'est surtout que dans un match comme ça, tu peux pas gagner. Non, tu peux pas. De belle manière. Au bout d'un moment, il faut aussi comprendre. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, un buteur efficace, un essai un peu casquette, mais t'es opportuniste, donc tu marques. Et puis ensuite, tu fais le boulot devant, parce que c'est aussi ça qui marque, c'est que Castres a eu beaucoup le ballon. Oui, voilà. Mais les séquences où Castres
à taper dans un mur. Il y en a eu des dizaines pendant le match. Et en fait, Castres n'avait que les chandelles de Dumora ou Palis pour essayer d'avancer. Mais ensuite, il n'y avait pas de continuité, même quand les Castrés récupéraient le ballon. Alors, moi, je suis persuadé que ce match-là va leur faire presque plus de bien qu'une démonstration comme ils ont pu en faire cette année. En termes de confiance, ça, c'est voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé leur défense. T'as l'impression qu'ils étaient 20 et qu'en face, t'avais 15 Castrés, quoi. Et c'est vrai que souvent, Castres a quand même l'habitude de gêner les équipes adverses et des gros qui sont tombés à Castres. Là, pour le coup, vraiment, Bordeaux était serein, quoi. Était vraiment serein défensivement, donc c'était impressionnant. Oui, tu avais l'impression que Castres pouvait jouer pendant 8 heures, que cette défense de Bordeaux n'allait pas craquer. Bon, il y a eu quelques problèmes côté Castré, mais... Oui, mais voilà, il faut savoir en profiter, et l'UBB l'a fait, donc... Mais j'ai envie de dire que Bordeaux a gagné la Castresse. Ils ont pris Castres à leur propre jeu, parce que franchement, ce match-là... Non mais, tu fais ça... Non mais, tu le sais très bien, c'est que ce match-là... Faire cette performance-là en étant aussi épais devant à Pierre Fabre sous la pluie, normalement c'est le CO qui fait cette performance-là, en touchant très peu le ballon, en étant pragmatique, en arrivant à marquer un essai sur rien. Parce que là, cet essai, c'est quand même un essai sur rien, quoi. Il n'y a pas d'action. Et au contraire, c'est vrai que Castres, on le voit depuis un petit moment maintenant, ils essaient de plus jouer, de ne pas juste être cette équipe rugueuse devant. Hier encore, il y a quand même eu des volontés de jeu. Rémi Bagé qui touche plusieurs ballons. Un peu trop d'ailleurs. Ben justement, un peu trop. Et au final, alors c'est bien qu'ils essaient de se diversifier aussi, de ne pas juste être cette équipe pour la gratter qui chante à jouer parce qu'ils sont bons dans les rucks et bons en conquête. Mais c'est vrai que ces intentions de jeu ne doivent pas enlever la solidité de ce CO. Et c'est vrai qu'hier il a un peu perdu. C'est vrai que c'est Bordeaux justement qui s'est filé devant. J'ai l'impression qu'on a retrouvé Tatafou qui était un peu moins bon en début de saison que ce qu'il a montré l'an dernier. Hier, il fait un très gros match. Mathieu s'est envoyé aussi. Conorsa a été... Van Dresburg au centre. Rugueux, voilà. Ça cale un peu. Van Dresburg, Moefana derrière au centre, c'était épais. Matteo Garcia qui a été quand même aussi précieux à l'arrière. Au final, voilà, en faisant un match à la Castres, Bordeaux est allé s'imposer à Castres, tout simplement. Merci. Je suis vexé, mais je t'écoute. Je te comprends. Mais oui, et l'UBB qui reçoit Toulon. Du coup, c'est un beau choc samedi prochain parce que l'UBB première et Toulon qui est troisième après cette 12e journée. Donc, ce sera un beau match samedi 21h pendant le Boxing Day. Surtout, c'est vrai qu'en tant qu'amoureux du rugby que nous sommes, on espère que Toulon verra son équipe type pour qu'on ait un vrai choc de ce championnat, quoi. Ouais, ça reste à voir parce que Toulon déjà après va vite revenir la Champions Cup. Je vais voir ce que fait Toulon après. Ils reçoivent. Ils reçoivent le Racing. Donc. Justement, ça va, le Racing. Oui. Mais alors, ça te fait peur le Racing ? Très honnêtement, je sais pas encore bien sûr ce que fera le staff de Toulon. Voyant, il y a quand même beaucoup de mecs qui viennent d'enchaîner. Je pense que tu vois Olivon qui fait Champions Cup. Bon après il n'était pas en Afrique du Sud Olivon. Hein. Mais bon, Baptiste Serein, tu vois t'as des mecs comme ça. C'est typiquement la période où il s'est blessé en plus. Non mais c'est vrai pour le coup. Non mais Serein c'est toujours l'année dernière il s'était blessé, il n'avait pas fait le tournoi. Enfin il n'avait pas pu prétendre, il était blessé. Donc là, et ça leur avait coûté cher. Donc c'est sûr que le Baptiste Serein, il faut le préserver de temps, il est important. Et après, Baptiste Serein, est-ce que c'est pas le seul mec qui va demander à Mignoni, au moins sur le banc, revenir à Bordeaux, c'est toujours particulier. Après, je pense ça fait des années là maintenant. Oui, mais il y a sa famille pas loin qui habite toujours dans le coin. Je comprends qu'il a envie. Tu le mets 24, comme ça il peut être en tribune. Il après, peut profiter de Pénard. S'il faut, il jouera pas. Il peut profiter de Pénard, il fait le déplacement et voilà. Avec sa famille. Il mangera les petits fours. Non, mais oui. Donc Bordeaux-Toulon. On va passer aux jeunes bunkers. On rigole moins dans le Béarn. Voilà, parce qu'on parlait de Toulon. Ils sont revenus. Le voyage retour a coûté cher parce qu'il y a eu dépassement de. Les bagages ont dépassé le poids autorisé. Puisque défaite 56-25 de Pau, on en parle tout de suite. Pourquoi tu tousses comme ça ? On est en train de perdre Loïc Bessière qui tousse énormément. C'est sur ton 24e homme, là, ça m'a fait. Il n'y a pas que Loïc Bessière qui tousse. La section paloise en ce moment tousse pas mal. Tu t'offres des transitions. Oui, tu m'offres. Bon, après, ne meurs pas pour ça. Hein. Au pire, il n'y aura pas de transition. Je ne veux pas te perdre non plus. Non, mais la section paloise qui est 13e après cette 12e journée, à égalité de points avec l'USAP 12e. Mais la semaine prochaine, il y a surtout un Pau-Vannes. Qui va coûter très cher pour la suite de la saison. Ils sont 13e.
Ok. puisque Perpignan a gagné contre Pau. En fait, Perpignan est devant Pau, mais à égalité de points. Pau qui a 4 jours. 4 jours, c'est joli jour dans le chat, du coup j'ai dit 4 jours. Non, mais Pau, avant la 13e journée, qui a 4 points d'avance sur Vannes, lanterne rouge. Voilà, il y a ce Pau-Vannes au hameau samedi à 14h. C'est un match qui, pour la suite de la saison des deux équipes, va forcément coûter très cher. Et c'est un match que ne doit pas du tout louper les Palois. Non, mais après, ils vont pas le louper parce que je pense pas qu'ils vont. Vannes semble quand même un cran en dessous. Et je dis ça parce que c'est les performances à domicile qui le justifient. Des équipes qui sont en bas de classement, qui font leur différence, c'est de remporter des matchs à domicile. Et Vannes n'y arrive vraiment pas à domicile, contrairement à Pau. Donc. Ils ont quand même cette petite marge, mais encore une fois, c'est décevant de la part de cette équipe qui ne progresse pas. On a l'impression qu'elle ne progresse pas. Elle a quand même un effectif qui, pour le coup, pourrait mériter d'aller voir plus haut. Et ils semblent cantonnés en fait, à cette place de fond de grille où ils vont gagner les matchs qu'il faut à domicile, mais sans jamais réussir à s'exporter et regarder plus haut. Après, ils ont pas mal de blessures, etc. Il y a des choses qui justifient peut-être ce truc-là, mais à l'extérieur, en tout cas, pour rester sur leur défaite, leur très large défaite, il n'y a pas de consistance, quoi. Ils font, à un moment donné, ils reviennent dans le match, ils reviennent à quelques points, ils sont à 7 points, je crois, à 5 points en première mi-temps. Et ils explosent complet. Et après, ils explosent complet, quoi. Et tu te dis... Enfin, c'est quand même inquiétant d'exploser à ce degré-là, quoi, tu vois, parce que à la limite, perdre, c'est pas non plus la fin du monde d'aller perdre à Toulon, mais là, comme ça, d'en prendre 55... T'as beaucoup de blessés, ça peut un peu expliquer le manque de profondeur, mais c'est vrai qu'exploser de cette manière-là, parce que vraiment, à la 55e, à la 60e, Toulon pouvait commencer à douter, parce que les Palois étaient vraiment dans le coup, quoi. Oui, après c'est vrai que sur ce match-là, j'ai quand même plus envie de mettre en avant Toulon qui revient vraiment très très fort. Mais on me demande de parler de Pau, donc je vais parler de Pau. Je vais être sérieux. Non, mais c'est vrai que Pau, on a eu l'impression la saison dernière qu'enfin ils avaient franchi ce step, qu'ils pouvaient jouer autre chose. Sur la première partie, ouais. Oui, voilà. Ouais. Bon, après, deuxième partie de saison, quand ils ont commencé à perdre quelques matchs, qu'ils ont été décrochés, c'était un peu plus difficile, mais on s'est dit, la saison dernière, ils se maintiennent quand même sans trembler. On se dit, c'est bon, ils ont franchi un palier. En fait, cette année, on voit que non. Alors, comme l'a dit Paul, je suis d'accord avec lui, je pense qu'ils gagneront la semaine prochaine contre Vannes, parce qu'ils ont l'expérience de jouer ce genre de match pour le maintien, qu'ils ont quand même quelques blessés, un bon effectif. Mais c'est vrai que quand on voit quand même la qualité de cet effectif, on a un droit d'être déçu de ce que produit Pau, parce que pour l'instant, quand on voit ce qu'ils font, pour moi, ils vont tout droit vers la 13e place, quoi. Perpignan me semble quand même meilleur, le Stade Français, le Lyon aussi, donc pour moi ils vont tout droit à la 13e place, alors que tu vois derrière quand même tu as des Maddox, Tissogbe qui est blessé en ce moment, mais tu as Tissogbe, tu as du Gaëton, tu as du Robson, tu as quand même énormément de bons joueurs même devant, et au final tu es déçu dans ce qu'ils proposent, et souvent on a l'impression qu'ils sont dominés physiquement, le paquet d'avant est dominé physiquement, derrière on voit qu'il n'y a pas trop d'idées non plus. Il y a peut-être un manque en demi de mêlée aussi où ils sont pas beaucoup, c'est souvent d'Aubagna et Robson qui tournent, peut-être qu'il manquerait un troisième mec aussi à l'ouverture. Au final on se rend compte que il y a des jeunes mais qui manquent peut-être encore un peu d'expérience pour jouer et de niveau, ils sont peut-être pas toujours au niveau les week-ends, donc ouais, ça manque peut-être aussi à certains postes clés, en fait ça manque de leader aussi cette équipe, j'ai l'impression, quoi, que ça soit devant ou derrière. Mais le mot, c'est vraiment déception, parce que je me souviens d'un très bon papier de notre ami Yanis Diou à l'intersaison, l'immersion à leur côté. Ils ont tout quand même pour réussir. Il y a des infrastructures qui sont cool. Il y a un manager qui semble quand même ouvert, qui a des idées. C'est pas non plus, voilà, c'est pas Poutine, quoi. Donc il y a quand même, c'est quand même plutôt cool de travailler dans un environnement plutôt sain. Non mais c'est vrai, voilà, c'est plutôt. Le club est plutôt sain. Enfin, il y a aussi un peu d'argent pour pouvoir avoir des bons joueurs. Non, mais il y a quand même tout, et il semble à chaque fois buter sur ce truc-là, sur ces matchs à l'extérieur où ils explosent. Enfin, combien de fois on a vu des matchs comme ça de Pau, pas que cette saison, mais les saisons d'avant aussi. C'est souvent pareil, quoi. Oui, mais en fait, c'est une équipe qui a une équipe construite autour de quelques mecs. Et tu vois, voilà, typiquement, dès qu'il te manque Gourgadze déjà dans le pack, t'as l'impression que t'as 4 joueurs. Oui, voilà. T'as l'impression que t'as une infériorité numérique tout le match.
Par exemple, quand on t'enlève déjà Nat Sokbe derrière aussi, ben, en termes de facteur X, voilà, tu perds quasiment avec Gaëton ton plus gros facteur X. Et en fait, moi, le pire, c'est l'absence de Gorgazé. Je sais pas s'il reviendra pour Van, mais tu as vraiment l'impression que le pack, il a perdu. Parce que dans ce profil-là, ils ont que lui. Non, mais au final, il y a profil dans d'autres équipes. Tu as un mec qui, tu vois, je vais te dire, tu vas me prendre pour un fou, mais je me dis à Casse, tu vois, il y a qu'un Papali qui est dans ce style. Mais je pense que si Papali se blesse 2 mois, ça va pas s'effondrer non plus à l'image du pack de Pau, tu vois. Tu as quand même un pack qui, je trouve, tient sur quelques mecs. Et en top 14, ça, il y a tellement de blessures. Tous les joueurs passent par l'infirmerie un jour ou l'autre. Et le problème, c'est que quand c'est 2 mois, tu as l'impression que tout s'écroule. Et du coup, ils sont après, la défaite à la maison contre le Racing les a flingués complets, t'as l'impression. Cette défaite contre Racing qui boitait à l'époque, ça les a flingués complets, personne s'y attendait. Et déjà qui marchait pas très bien avant. Ouais. Puis c'est surtout qu'ils n'ont pas ce truc-là d'avoir du bon match à l'extérieur qui permet de compenser cet accro, quoi. J'espère que ce sera pas là lors de leur prochain déplacement. Dans 2 semaines à Castres. Faudrait pas que tu te tapes un petit hiver un peu au fond de la niche là. Ah bon? Je sais pas. Je trouve que ça commence à. Pas. C'est vrai. Et franchement, c'est peut-être mieux que. Non mais attention, il faudrait pas que les prochains jeunes bunkers soient contre nos amis castrés. Alors, au fond de moi, ça serait chiant pour démarrer 2025. J'ai un truc qui me rassure, tu vois, parce que je me dis, typiquement, de seconde partie de saison, tu reçois Vannes, Pau, Lyon, tu vois, qui sont 3 des 4 dernières équipes pour l'instant. Donc tu te dis, tu peux quand même prendre des points. Tu vois, tu vas pas recevoir. T'as pas Toulouse, La Rochelle et Bordeaux à recevoir. Tu me diras, Bordeaux, heureusement qu'on les reçoit pas tous les week-ends. Après, tu risques d'aller prendre quelques petites valises à l'extérieur, du coup. Parce que tu vas à Toulouse. C'est pas grave, ça. Turnover à la Castresse. Dès que tu même sans turnover, attention, il y a eu des matchs, il n'y avait pas de turnover avant. Comme il n'y aura plus la Coupe d'Europe, il faut bien aller faire des turnovers. On va se qualifier. Oui. C'est annoncé ça, parce qu'on m'a rayonné quand je l'ai dit. Moi j'ai annoncé, tu vas aller t'imposer à Northampton. Alors, non. Si, en 8ème. La phobie, ma phobie, en tant que, vous le savez, en tant que Tarnais et Castré, c'est le 8ème de finale à Toulouse. Là, tu te qualifies à l'arrache. T'es là, t'es tout heureux. Tu vas en 8ème à Toulouse. Mais non, Toulouse, Cup, tu te fais laminer. C'est laminé. Oui, à la limite, vaut mieux aller au Leinster parce que moi, tu te fais laminer aussi, mais c'est au Leinster. Le Leinster, j'ai vu contre Clermont, en forme, au Castres, il gagne. Non, mais Northampton surtout, c'est ça. Ils vont finir premier ou deuxième. Donc toi, tu vas finir 15e ou 16e et voilà. Tu vas aller jouer là-bas. Et là, tu fais un gros match. C'est pas grave, juste la qualification sera bien. Le CO en mode Coupe d'Europe. Et là, attention. Moi, j'y crois. Cachez tout le monde. Hein, parce que moi, j'y crois. Quand le CO passe en mode Coupe d'Europe, surtout qu'il y a quelques années, j'ai pas la date, mais la dernière qualification de Castres en Coupe d'Europe, Castres avait perdu sur tapis vert à cause du Covid. Oui, c'est vrai. Il devait aller à Leicester. C'était à l'époque où Toulon, ils étaient partis au Leinster. Bon, allez, éliminés aussi. Personne n'avait joué, tout le monde était éliminé. Ça, c'était quand même lunaire. Après, tu sais, tout éliminé, allez, tapis vert. Okay, je te rappelle que dans notre sport, il y a quand même des équipes qui n'ont pas pu jouer leur qualif en Coupe du Monde parce qu'il y avait un typhon au Japon. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas si tu te rappelles. Tu sais, le France-Angleterre en 2009 se joue pas. Et puis, tu avais aussi l'Italie où ils disaient bon. Non, mais l'Italie pouvait se qualifier. L'Italie pouvait encore se qualifier. La Nouvelle-Zélande, arrête un peu. Tu vas te taire, s'il te plaît. Voilà, donc à partir de là, plus rien ne me choque. À partir du moment où tu fais sauter une journée de poule en Coupe du Monde, bon, c'était dingue. Plus rien ne me surprend. Bon, bref. Parenthèse refermée, il est pas loin, du coup, pas Pau Vannes samedi à 14h, donc on y sera, puisque bien sûr, il y a le Boxing Day. Et surtout, ce qu'on retient, c'est que Piccheroni, c'est pas Poutine. C'est ce que j'ai envie de retenir de cette séquence. C'est une belle comparaison. C'est magnifique, non? Ah oui, je dis pas le contraire. Messieurs, on va passer au MVP de la semaine. Allez, jingle, Ashraf, et on en parle. J'ai pas eu le temps de boire. Bon, mais j'ai pas eu le temps de boire. C'est pas grave. Ah, mais Ashraf, mais tu balances. Remets un jingle, Ashraf, remets-le. Si vous ne savez pas, c'est de Vincent. Voilà. Ashraf, arrête de me couper, par contre. Tu t'y attendais pas à celle-là? Eh non, je m'y attendais pas. Bon, alors. Après, blague à part. Ouais. D'ailleurs, Ashraf, il balance tellement de jingle qu'il s'est trompé de Léo Barré. Voilà.
on est chez les fous. Voilà, ça y est, Gaël Dréan. On est chez les fous là. Il fait l'idiot là, il fait le malin, mais derrière, c'est ce qu'on lui demande de faire. Magicien. Donc Gaël Dréan, voilà, sur son nuage, c'est le terme, puisque voilà, 2 nouveaux essais, 6 défenseurs battus de 9 courses contre Pau, 76,5 points. Tu l'avais ou pas, Paul? J'ai oublié de faire mon équipe ce week-end. Je l'avais, franchement, je vais être honnête avec vous. je suis fier de moi. C'est la Star Academy ou la Grande Mêlée. Il a fait son choix. Il a fait son choix, donc on respecte. Ici, c'est pas la Star Academy, c'est pas Koh-Lanta non plus. Hein. De quoi? Ah, vous avez pas la ref. J'ai pas entendu la phrase. J'ai dit ici, c'est pas la Star Academy ni Koh-Lanta. Je sais pas. Ah, bah quand même. Vous avez pas? C'est le sélectionneur. Ah oui, putain. Ok, j'ai la ref. Ah bah oui. Allez, c'est bon. Bon, personne n'a compris dans le chat, je suppose. Bah si, parce qu'ils suivent les propos de notre cher Fabien Galtier. Il y a toujours des belles comparaisons. Bon, en tout cas, Gaël Dréan, voilà, excellent match encore une fois de l'ailier toulonnais, mais on va parler un peu de Toulon. Avant de se déplacer à Bordeaux, Toulon est quand même sur le podium du top 14 et on a l'impression qu'ils sont dans une bulle où tous les joueurs qui rentrent dans l'équipe sont bons. On peut faire souffler quelques mecs et injecter du sang neuf, ça fonctionne toujours. Et au final, c'est une équipe qui marche bien, qui avance bien et qui est un vrai prétendant déjà à la phase finale. Bon, ça c'est clair et net, mais même à lever le bouclier dans quelques mois si ça continue comme ça. Alors, lever le bouclier, je te laisse mettre de tes propos. C'est quand même un prétendant. Aujourd'hui, oui. après Bordeaux et Toulouse, tu mets qui? Bah voilà. C'est quand même t'es dans... Aujourd'hui, la troisième force de top 14, c'est Toulon. La troisième force, oui, voilà. Là, je préfère quand tu dis ça. C'est mieux. La troisième force du top 14, c'est Toulon. Ça, c'est sûr. Ça fait plusieurs semaines qu'on en avait la certitude. Donc, on n'est pas surpris. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir, comme tu l'as dit, qu'ils peuvent se permettre de faire un peu souffler certains mecs, que ceux qui rentrent dans la rotation sont très bons, que même dans un match qui a tout du match piège, qui prend pas non plus, voilà, Pau revient un petit peu, tu peux te dire, oula, ils sont en train de s'embarquer dans un match un peu chiant. Bon, au final, voilà, ils accélèrent et c'est terminé. Donc non, il y a tout qui... tous les voyants sont au vert, j'ai envie de dire, pour Toulon. On connaît leur contexte où ça peut très vite s'enflammer. Hein. On n'est pas loin de Marseille, c'est un peu souvent la même chose. Donc il faut rester prudent, je pense, quand on parle de Toulon. Mais en tout cas, on voit le travail effectué et les progrès. Et Dréan symbolise un petit peu, lui, les progrès de cette équipe. C'est vrai qu'il est sur son nuage, comme le dit le titre, mais c'est un peu ça, quoi. Il gagne tous ses duels, il est tout le temps dans l'avancée. Je trouve qu'il est vraiment très très fort au contact, il rebondit sur les mecs. Et il a son accélération qui fait la différence, donc il est très complet. Il avait été un peu bousculé, entre guillemets, par Pierre Mignoni il y a quelques semaines, qu'il attendait à un niveau encore supérieur. Il est en train de répondre à son manager. Et en plus, sur l'autre aile, tu as un Gabin Villière qui est de retour aussi à son plus haut niveau, qui empile les énormes performances. C'est ça qui manquait un petit peu à Toulon, c'est que aussi certains cadres étaient un petit peu en dessous. Et je trouve que, tu vois, la Coupe d'Europe, la Champions Cup a fait beaucoup de bien à Gabin Villière, à Issa aussi, qui est revenu à un très bon niveau. Donc ce qui peut être des fois un calvaire pour certains clubs, Toulon l'a pris et au final ça lui a permis de relancer même ceux qui étaient un petit peu moins bien, quoi. Donc c'est tout bonus. Oui, donc Toulon, et puis David Ribans aussi. Oui, qui est vraiment toujours aussi fort. Lui, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Oui, voilà, lui c'est pas recrue de Toulon depuis très longtemps. Les Anglais doivent s'en mordre les doigts de ne pas l'avoir lui aussi. Ah oui. Ça leur ferait du bien. Parce que franchement, ils ont il s'est épaissi par rapport à son arrivée à Toulon. Il s'est vachement épaissi et du coup c'est un monstre dans le pack de Toulon. Je l'ai mis sur LGM mais je l'ai enlevé au dernier moment pour mettre Nakarawa. Le flair. Mais par contre j'ai mis Dréan et Fine Ganoukou capitaine parce que Fine Ganoukou a encore fait un super match et on voit que même si son équipe était un peu quand même sur une dynamique montante, le fait qu'il soit revenu franchement au centre, il a très très peu d'égal. Très peu d'égal en top 14, mais on a déjà fait une partie sur lui la semaine dernière, donc on va parler d'autre chose. Mais c'est vrai que cette équipe de Toulon, en début de saison, même à domicile, souvent elle était accrochée. Le match contre Castres, le match contre Vannes, où pendant 1 heure, ils sont à ça de basculer du mauvais côté. C'est vrai qu'au final, maintenant, cette équipe arrive à se rendre les matchs beaucoup plus faciles.
Et notamment, on l'avait encore vu hier, dès qu'il y a quelques espaces, Nganuku, sa magnifique passe vers Dréan. Enfin, on voit qu'en plus tout leur réussit, effectivement, comme vous disiez, le fait que les cadres, que ce soit Villiers, Olivon, tout ça reviennent à leur meilleur niveau, ça entraîne même des mecs comme Dréan qui était assez irrégulier. Ben là, en ce moment, Dréan, dès qu'il joue, il est en très bonne forme et il marque des essais. Effectivement, on sent que la forme actuelle des cadres, ça entraîne tout le reste de l'effectif derrière eux. Ouais, donc Toulon, 3e du top 14 et un test aussi à Bordeaux, à voir l'équipe qu'ils envoient, s'ils font tourner. Mais bon, comme on voit qu'il y a beaucoup de mecs qui sont à leur meilleur niveau, donc à voir. Mais en tout cas, Toulon, très très belle équipe actuellement. Et ouais, mais après, ils ont pas grand chose à perdre à Bordeaux non plus. Dans la forme qu'ils sont, ils auraient plutôt tendance à mettre une équipe un peu mixte, surtout que ça marche en ce moment. Oui. Tu peux que aller faire un bon match et que tenter d'être pas loin, quoi. Tu joues pas ta saison à Bordeaux. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Un peu comme Bordeaux jouait pas sa saison à Toulouse et on a vu qu'ils sont allés battre le Stade Toulousain chez eux. Peut-être qu'ils peuvent faire un match un peu comme au Stormers, c'est-à-dire en laissant 3-4 mecs au repos, mais en même temps en alignant une équipe compétitive et au final en allant s'imposer. Bon, on aura la réponse jeudi dans le journal avec la compo probable et vendredi de manière officielle. On parle pas de la sublime passe au pied d'Enzo Hervé là, pleine course, pleine vitesse. Ah oui, là, il a fait une belle action. Tu vas en parler ou pas? Rapidement, parce que. C'est bon, je crois qu'on a tout dit. Il a fait une bonne passe. Voilà, il a fait une bonne passe. Belle. Voilà, même mieux que les 5 secondes. Messieurs, on va passer au 15 de la semaine pour parler un peu de Joris Second, qui est le 10 de notre 15 de la semaine et avec un aviron bayonnais qui a gagné à Vannes. On en parle tout de suite. Donc rapidement, puisque le week-end a été long, avec du boulot, attention. Hein. Nous non plus, on a arrêté les 3e mi-temps et les bières avec alcool au Midi Olympique. Plus d'alcool. Comme l'équipe de France. Non, plus sérieusement, on va parler un peu de Joris Second, mais surtout de l'Aviron Bayonnais, puisque avec cette victoire à Vannes, ça y est, on a envie de dire l'Aviron Bayonnais est vraiment installé dans le top 6 du top 14. Il y a même une cassure qui s'est créée entre La Rochelle 6e après cette 12e journée et Castres 7e. Il y a 5 points. Et vraiment, 4e, il y a cet Aviron Bayonnais qui produit du beau jeu et qui, à Vannes, a fait preuve d'une efficacité monumentale pour gagner et prouver que ça y est, c'est un vrai prétendant à la phase finale. Et ils sont bel et bien dans ce top 6 et ils vont y rester de longues semaines. C'est vrai que ce match, il y avait des airs de bascule pour les deux équipes. Vannes, pour pas se laisser distancer et quand même revenir au classement et faire un bon coup. C'est vrai que pour cette raison-là, ça avait tout d'un match piège pour les Bayonnais. Au final, ils sont très bien débrouillés. Ils ont réussi à être propres devant. Ils ont aussi bénéficié des fois de manque de réussite d'éventé. J'ai un souvenir, cette passe au pied de Saïli qui est magnifique, Rayassi qui n'arrive pas à attraper la balle, mais non, ils ont fait un très bon match. De toute façon, les Bayonnais dans la lignée de ce qu'ils ont fait les dernières semaines. Je pense qu'on n'a pas été surpris. 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Et c'est une efficacité de fou parce qu'ils ont quasiment jamais le ballon contre Vannes. 3 actions, 3 essais. Oui, c'est ça. Ils mènent 21-11 à la mi-temps avec 3 actions. Alors certes, une défense vantaise qui, dès qu'il y avait 3-4 temps de jeu bayonnais, était vite dépassée, faut le dire. Mais les Bayonnais, tu as des individualités qui... Après, on parlait tout à l'heure de Pau. Je suis pas sûr non plus que Bayonne ait 15 fois plus un plus gros effectif que Pau. Et pour le coup, je trouve que là, ça marche mieux. Ils arrivent à gagner les matchs qu'il faut. Ils s'appuient aussi sur des grosses individualités, comme d'autres clubs qui ont un petit peu moins de profondeur et tout. Sur Makala, sur leur mec le devant, sur leur paire de centre. Ils s'appuient sur des fortes individualités, mais ils arrivent quand même à gagner les matchs qu'il faut aussi à l'extérieur. Et là, c'est un match d'un prétendant, d'un costaud qui va s'imposer chez le promu, qui voulait consolider sa victoire à La Rochelle. Donc, ça montre bien que, pour le coup, là, on voit une progression d'une équipe, je trouve. Et surtout, ce qu'on disait à Toulon, c'est-à-dire qu'en ce moment, on pouvait interchanger les mecs, ça marchait. Là, ça marche aussi. On voit Bruni qui prend la place d'Abel Kofner et qui fait un beau match. Lucas Martin qui rentre au talent, qui est bon. Derrière, là, tous les Orabé, Mousquet, tout ça, on peut les mettre, les enlever. Ça fait le même résultat. Et comme tu disais, Second, c'est vrai que... Second qui s'est installé à l'ouverture. Camille Lopez est plus tout jeune. Puis Joris Second, aujourd'hui, est le titulaire au poste de l'Aviron Bayonnais.
Et c'est vrai que c'est un très très bon demi d'ouverture. Certains n'aiment pas trop son style. Mais il fait gagner les matchs. Hein. C'est un homme qui fait gagner les matchs. Gestionnaire, le mec qui t'envoie des parpaings là, avec son pied droit. Non mais c'est vrai. Au bout d'un moment, combien d'équipes en top 14 aimeraient avoir seconde à leur effectif? Beaucoup, oui, je pense. Beaucoup. Environ une dizaine, je pense. Donc au bout d'un moment, voilà. Et du coup, l'aviron bayonnais va tout droit vers la phase finale. Et sous-côté second, parce que c'est vrai qu'il fait gagner des matchs. Quand on a un pied comme ça, c'est un super pouvoir. On nous a expliqué que Melvin Jaminet, c'était son super pouvoir qu'il avait amené au niveau international. Ce qui est vrai en plus. Donc pourquoi ça pourrait pas marcher pour second, qui n'est pas non plus, il faut pas non plus le caricaturer. On a l'impression des fois qu'il sait pas attaquer ballon en main. Bon, quand il y a de la création à côté de lui, quand il y a des joueurs qui sont capables comme Makala de faire la différence à lui tout seul. C'est un mec qui anime bien aussi le jeu et qui a un pied de fou. Donc tu gagnes des matchs grâce à lui, comme il y avait avec Camille Lopez. Et quand tu as Camille Lopez aussi sur le banc, c'est quand même pas trop mal. Et puis, si tu as une expérience en fin de match, c'est surtout qu'on l'a vu ce week-end à Castres, à Lyon. Voilà, quand tu as des buteurs qui se manquent, certes ça arrive, mais ça coûte cher dans des matchs hyper serrés en top 14. Là, Joris Second, tu sais que c'est un mec qui va peut-être, il va t'en louper une par-ci par-là de pénalité, mais il va être, aux alentours de 90%. Plus la profondeur au pied. La profondeur au pied, maintenant, avec la règle du 50-22. Il te met un stress dans la ligne arrière adverse énorme, parce qu'il peut te trouver un 50-22 à tout moment énorme. Non, oui, c'est un mec, aujourd'hui, avoir Joris Second dans ton caisse de départ, c'est un énorme avantage. Et l'aviron bayonnais le prouve et en profite depuis de longues semaines maintenant. Il sait être le baromètre aussi d'une rencontre. C'est-à-dire, quand il gagne à Lyon, il voit que Lyon, en défense, c'était porte ouverte et qu'il fallait emballer la rencontre. Et il a su emballer. Là, Vannes, tu sais gagner en n'ayant pas trop d'occasions, parce que tu sais que tu n'as pas besoin d'avoir le ballon sur cette rencontre. C'est vrai que là-dessus, il amène de l'expérience qui manque peut-être à d'autres équipes. Comme il disait Castres, qui peut-être à un moment a trop voulu jouer, peut-être que lui, il aurait envoyé des parpaings, et, comme tu disais, et ça aurait marché, quoi. Donc en tout cas, voilà, Joris Second, l'aviron bayonnais, 4e du top 14, et Bayonne qui reçoit Castres la semaine prochaine. Donc Joris Second, il peut travailler le pied droit parce qu'il va avoir du boulot. Ce qui serait fou, c'est que juste avant 2025, on pourrait vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, avoir une énorme cassure. Si La Rochelle se décide à aller gagner un peu à l'extérieur et va... Même sans ça, parce que... Mais non, mais si La Rochelle va battre Perpignan, qui n'est pas non plus dans la meilleure période de sa vie, que du coup Bayonne s'impose contre Castres, là tu auras vraiment pratiquement Montpellier va faire quoi? Montpellier va clairement est 5e, Montpellier 8e, Bayonne 4e, Castres 7e. Donc tu pourrais avoir 9 points. Tu pourrais avoir 9 points si La Rochelle va battre Perpignan. Ouais, tu aurais le Racing qui ferait le boulot à la maison peut-être contre Lyon, donc aurait 28 ou 29 points. Tu aurais La Rochelle à 36. Ouais, tu aurais 7 8 points. C'est énorme en top 14. C'est 2 matchs. C'est énorme. Et surtout, ce sera à la mi-saison. Oui, à la mi-saison. Ça veut dire que si ça continue comme ça, tu as plus de 10 points d'avance entre les 6 premiers. Et en fait, tu auras un top 6 et un top 8. Clairement. Et tu aurais vraiment là un ventre mou qui va se créer. Où tu peux foutre des Castres Montpellier. Et là, c'est la pirogue. Et puis termine et tu navigues. Là, tu gagnes des matchs, t'en perds. Bon, c'est pas grave, tout droit. Non, mais oui, c'est vrai que ça peut se créer. Et ça ferait très longtemps qu'on aurait pas eu un top 14 à 2 vitesses comme ça. Surtout qu'il y a aussi quelque chose à l'inverse. Tu peux avoir, si Perpignan gagne à la maison et Pau gagne à la maison, tu peux aussi avoir un Vannes qui prend un coup derrière la tête complet à la 13e journée et qui peut se dire ça va être pour nous la 14e. Et qui peut être un Biarritz 2022. Quoi. Ouais, voilà. Qui peut être un Biarritz 2022. C'est bon, messieurs? Allez, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Ashraf. Jeudi, kick-off, si je ne me trompe pas. Kick-off Non. Non, pas de kick-off. C'est Noël. Et non, pas de kick-off. Petite trêve de Noël. Il faut distribuer les cadeaux. Il faut distribuer les cadeaux. Noël, il ne sera pas là. Mais en tout cas, Boxing Day samedi prochain, dimanche prochain. Aucun match en même temps. Donc là, on pourra se régaler avec du rugby. Et 3e mi-temps à 23h normalement, si les effectifs le permettent. Mais on l'espère en tout cas. Merci, messieurs. Joyeux Noël à tout le monde. En avance. Et on aura le temps de souhaiter la bonne année dimanche prochain. Soyez gâtés, on l'espère. Si vous avez été sage. Tu vas être gâté, toi. C'est dans le pub à Noël. Je le sens, tu vas être gâté. Je sais pas. J'ai pas été gâté samedi soir, donc j'espère que je serai gâté un peu plus par le Père Noël. Merci à Ashraf. Merci à François aussi qui est dans la rédaction. Merci à tous. À dimanche prochain. Ciao, ciao.